Sunday Night Production. Bienvenue à l'Iron Café, l'émission qui débat de toute l'actualité running entre passionnés de course à pied. Et aujourd'hui, nous allons tenter de déterminer avec nos invités quel est l'impact du running sur l'environnement, une problématique qui préoccupe de plus en plus de coureurs et de coureuses. Mais attention, c'est aussi un sujet qui fait débat. C'est parti. Bienvenue à l'Iron Café, votre émission qui traite de toute l'actualité running, trail, fitness, pour débattre et réfléchir entre passionnés de course à pied. Au menu de l'Iron Café d'aujourd'hui, je vous propose en première partie d'émission de déterminer si le développement exponentiel du running présente un risque pour l'environnement. On va s'intéresser aussi à savoir si le coureur de demain sera beaucoup plus sensible à la durabilité de son équipement et de sa provenance. Et on va tenter de comprendre avec Fred quels sont les impacts de la pollution sur la performance quand un athlète s'entraîne en milieu urbain. Puis en deuxième partie d'émission, nous allons revenir sur toute l'actualité running de ce début d'automne avec notamment le marathon de Londres et les récents records du 5000 et 10 000 mètres sur piste. Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir autour de la table 3 invités. La première se définit comme une éco-runneuse. Elle est la fondatrice de Parcourir Autrement, un concept de course durable et responsable. Il s'agit de Camille Bouissou. Camille, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir fait le déplacement jusqu'à chez nous. Comment vas-tu ? Je vais bien, merci. Et notre second invité s'appelle Didier Lénaf, ancien triathlète et auteur du livre Un sport vert pour ma planète. Didier, ça va bien ? Tout à fait bien, comme d'habitude. Et bien sûr, nous sommes aussi en compagnie de Frédéric Bellouze, entraîneur du groupe élite au Stade Français Athlétisme et un grand passionné de course à pied, s'il faut encore le préciser. Fred, merci toi aussi de nous faire le plaisir d'être parmi nous. Comment vas-tu ? Écoute, bonjour Camille, bonjour Didier, bonjour Guillaume, bonjour à toutes et tous. Et, ça va très bien et je suis ravi notamment pour aborder un sujet qui, je pense, nous concerne tous et en tout cas devrait tous nous concerner. Donc, allons-y. Eh bien, allons-y. Je vous propose qu'on rentre dès maintenant dans le cœur du débat. Aujourd'hui, on estime à plus de 13 millions de Français qui courent au moins une fois par semaine. 5 millions d'entre eux ont déjà participé à l'une des 7500 courses qui sont organisées chaque année dans l'Hexagone. Le running, on le sait, est l'un des sports les plus populaires et aussi le plus pratiqué dans le monde. Et justement, à ce titre, est-ce que tu penses, Didier, que la course à pied, avec autant de popularité, elle a peut-être des responsabilités plus importantes que les autres sports et qu'elle doit montrer l'exemple en matière d'écologie sportive? J'ai combien d'heures pour répondre à cette question? Prends tout ton temps. Disons que le premier paramètre, c'est l'effet de nombre. Effectivement, l'impact est d'autant plus grand qu'il y a un grand nombre de pratiquants. Indépendamment de l'activité. Après, toute chose étant égale par ailleurs. Maintenant, en fonction de l'activité qu'on pratique, il y a différentes manières de parcourir la course à pied, comme on fait du cyclisme, on fait de la natation ou on fait un sport co. Donc tout dépend effectivement notre manière de voyager, notre manière de consommer en fait les usages et les pratiques sportives. On peut très bien prendre l'avion et aller au marathon de New York, c'est 2 tonnes de CO2 pour y aller. C'est déjà le maximum qu'un individu peut émettre sur une année pour ne pas contribuer au réchauffement climatique, ou prendre la décision radicale de ne courir qu'autour de chez soi. On va revenir sur ces questions de course internationale. Camille, je le disais en introduction, tu te présentes comme étant une éco-runneuse. Comment est-ce que tu définirais justement une éco-runneuse et pourquoi est-ce que tu as ressenti l'envie d'allier ta passion de la course à pied avec les enjeux écologiques ? Pour moi, en fait, c'est simple. Quand on aime courir dans un environnement qui nous plaît, il faut le préserver, tout simplement. Et après, j'ai une certaine sensibilité à l'écologie de base, et je trouve que la course à pied et le sport en règle générale, c'est un bon vecteur pour en parler. C'est vrai que ça peut faire sens en tout cas d'allier sa passion pour la course à pied avec les enjeux écologiques, mais pas forcément pour tout le monde. D'ailleurs Fred, est-ce que tu penses que, ouvrez les guillemets, les marathons sont mauvais pour la planète ? C'est pas moi qui le dis, c'est le titre d'un article qui est paru au journal Le Point et qui a été publié en septembre 2019. Entre les nombreuses bouteilles en plastique et gel jetés sur le bord du trottoir, les milliers de t-shirts abandonnés dans les sas de départ ou encore les déchets éparpillés tout au long du parcours. Pour vous donner une idée, en 2017, on a comptabilisé pas moins de 84,2 tonnes de déchets lors du marathon de New York. Alors, est-ce que tu penses que les gros marathons internationaux sont une aberration environnementale, comme certains, en tout cas, semblent le prétendre ?
Alors je dirais que la critique et la polémique est assez vite fait. On l'a vu encore dernièrement avec le Tour de France et les accusations qui ont été portées autour de son bilan carbone et on va dire de son approche non écologique. Alors que c'est quand même un événement sportif qui fédère et rassemble énormément de gens autour de leur passion. C'est également un événement populaire parce que les gens qui notamment suivent la caravane ne sont pas forcément des foot cyclistes. Pour tous ceux qui enfants ont eu l'occasion de vivre cela ou qui ont eu l'occasion d'emmener leurs propres enfants ou des jeunes sur ce type d'événement, il y a quelque chose de festif qu'on peut pas enlever, ce qui veut pas dire qu'il faut pas faire attention, mais il est toujours, moi je trouve assez facile de jeter l'anathème sur de tels événements parce qu'ils sont visibles. Donc moi j'y vois plus comme un moyen de sensibiliser à certaines problématiques que de réellement critiquer ces événements-là, parce qu'en fait, je pense qu'il ne faut pas forcément avoir une approche dualiste et partisane qui, dans ce type d'événements sportifs, oppose systématiquement l'homme à la nature, en fait. Et si on prend plus particulièrement le coureur, alors je dis ça évidemment, moi je suis orienté puisque je suis également coureur, mais je pense qu'il n'y a rien il y a peu de sportifs qui sont autant en connexion directe avec leur environnement, parce que dans leur pratique même, alors c'est pas les seuls évidemment, mais les coureurs, les coureuses, ne dégagent aucune émission puisque c'est une locomotion totalement naturelle. Ils s'entraînent dehors, hiver comme été, donc on va dire s'il y en a qui ont conscience du terrain, de leur terrain d'entraînement et qui en sont respectueux, je pars du principe que c'est quand même plutôt ceux qui ont un rapport direct avec tout au long de l'année. Par ailleurs, le coureur, la coureuse assidue va aussi très souvent, au bout d'un certain niveau de pratique, faire beaucoup plus attention à la manière de s'alimenter et notamment à travers des produits bio. Donc, moi, je trouve très sincèrement que la course, à contrario du titre que tu évoquais, est certainement un des sports qui permet le plus de véhiculer une approche, on va dire, écologique, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, ou développement durable, ou développement soutenable. C'est peut-être Didier qui nous éclairera sur vraiment la manière dont il faut l'aborder. Mais par exemple, puisqu'on parle des grands événements, j'ai trouvé une étude assez sérieuse, même très sérieuse, du King's College London, qui révèle que la pollution de l'air dans la capitale britannique a chuté de 89% au cours du marathon de Londres 2018, et notamment tout simplement en raison de la fermeture des routes et de l'arrêt d'un certain nombre d'activités pendant le marathon même. Effectivement, c'est une étude intéressante. Didier, malheureusement, il y a pas que les déchets qui posent problème lors de ces compétitions. Tu as aussi ce qu'on appelle l'empreinte carbone qui est souvent très élevée lors de ces événements. Par exemple, on peut citer le marathon de Paris où tu as 30% des participants à ce marathon qui viennent de l'étranger. Il y a 135 nationalités qui sont représentées sur le marathon de Paris et on peut supposer que la plupart de ces personnes, ils viennent en avion. Et tu as une autre problématique qui a été soulignée dans le New York Times par une dirigeante du Conseil pour un sport propre, et elle soulignait qu'il y a une trop grande quantité de médailles et de maillots qui sont pour la plupart fabriqués en Chine et qui du coup parcourent des milliers et des milliers de kilomètres avant d'être remis aux coureurs et aux coureuses. Alors, est-ce qu'il existe un moyen en fait d'alléger le bilan carbone de toutes ces compétitions ? J'ai à nouveau 2h30 pour y répondre. Non, les impacts Alors, on parle de plusieurs choses là. On parle de la pratique quotidienne et on parle de l'événementiel sportif. C'est deux choses très différentes. Organiser un 10 km à côté de chez soi, c'est une chose. Organiser le marathon de Paris, c'en est une autre. Donc, il y a à la fois l'impact lié à l'aura de la manifestation. On a tout un tas de sportifs qui cherchent à parcourir les plus grands marathons du monde ou les plus grands triathlons du monde, etc. Et donc, intrinsèquement, ils se posent dans une
une position impactante, colonisatrice et impactante. Je citais tout à l'heure le chiffre magique de 2 tonnes de CO2 par personne. Un Paris-New York, c'est aller-retour, c'est 2, on y est aux 2 tonnes. Donc il y a un choix déjà en termes de pratique qui est où va-t-on courir, et indépendamment du sport qu'on pratique. Là, on est sur un forum de course à pied, mais c'est valable pour tous les sportifs. La deuxième des choses, c'est tout ce qui concerne les filières d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'on soit pratiquant, qu'on soit organisateur, qu'on soit responsable fédéral, responsable de club, etc. Comment s'approvise-t-on, avec quel type de produit et où? Donc effectivement, quand on sait que 80% du commerce mondial vient d'Asie du Sud-Est et notamment de Chine, il y a une vraie problématique là qui est celle de la relocalisation de toutes les filières d'approvisionnement. C'est le problème de l'économie circulaire, c'est le problème de l'économie sociale et solidaire, c'est le problème des boucles courtes, c'est-à-dire comment s'approvisionne à côté de chez soi plutôt qu'à l'autre bout du monde. Et ça, c'est hyper important quand on sait qu'on consomme du t-shirt, du short, du textile en général, des chaussures, etc. Donc vous avez le problème de la mobilité, le marathon de Paris, les gens viennent de tous les coins du monde, effectivement, pour faire le marathon de Paris. Il y a des solutions, il y en a plein des solutions. Il y a une solution radicale qui est de relocaliser aussi les participants, ce qui est hors de question, bien sûr, pour le marathon de Paris, puisque autrement, ça serait quelque part plus le marathon de Paris. N'empêche qu'à un moment donné, il va falloir se poser des vraies questions. On le voit notamment avec l'usage des transports en commun de type avion, qui sur des lignes qui sont accessibles par train, aujourd'hui, sont annulées. C'est-à-dire qu'il y a une vraie pression des ONG, une pression des gouvernements, etc., pour faire en sorte qu'un Paris-Bordeaux, un Paris-Lyon ne se fasse plus en avion, quoi. Tout simplement parce qu'on a la possibilité d'y aller en train. Et là, on parle de choses sérieuses, puisque le bilan carbone lié au déplacement, puisque c'était la question qui m'était posée, c'est 50 à 95% de l'impact d'un événement sportif. Donc, si vous résolvez la problématique du transport, déjà, vous résolvez la moitié des problèmes en termes d'impact d'émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est une équation quasi insoluble pour ce qu'on appelle les GESI, les grands événements sportifs internationaux, dont tous les grands marathons font partie. Et moi, je compléterais la réponse de Didier, pas forcément totalement dans le même sens, mais effectivement, je pense que les grands événements internationaux, on parlait du marathon de Paris, mais ça va être la même situation avec marathon de New York, marathon de Londres, marathon de Berlin, Tokyo. Ce sont des grands événements internationaux. Et les coureurs, les coureuses qui se déplacent sur ces événements ne font pas que courir le marathon. Ils en profitent pour passer un temps sur place, pour visiter. Enfin voilà, je vais prendre l'exemple des Américains qui se déplacent sur le marathon de Paris. Ils n'arrivent pas le samedi matin pour repartir le dimanche soir. Souvent, ils en profitent pour rester 4, 5, 6 jours, visiter. Donc et ces marathons construisent aussi leur économie et leur retentissement sur la dimension touristique. Et donc à un moment, ça nous ramène aussi moi je trouve, à cette question-là, si on devait par exemple avoir des solutions un peu extrêmes, de dire voilà, un grand marathon, un grand événement sportif, ça génère trop de trafic, notamment aérien, et avec le bilan carbone que ça emporte, la question devrait se poser tout simplement pour le tourisme, parce que les gens qui par exemple, faut-il interdire la Tour Eiffel à tous ceux qui viennent la visiter et qui arrivent en avion pour la visiter? Je pense que la réponse est non, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, évidemment. Il y a certainement des alternatives à trouver. On parlait aussi de l'équipement. Et je suis d'accord, notamment sur la production, notamment des t-shirts qui déjà pour venir, par exemple, sur un marathon francophone, font des milliers de kilomètres. Mais c'est la même chose pour les vêtements qu'on porte au quotidien. Donc on va cibler sur une épreuve, c'est-à-dire que dans l'absolu, je suis pas contre qu'on cible l'épreuve, mais si à côté on fait pas ce qu'il faut pour, je trouve que ça sera un peu la façade qu'on montrera pour dire finalement, vous voyez, on a bien lutté contre, alors que finalement le gros se situe, je pense, le gros du trafic textile qui arrive d'Asie du Sud-Est ne se fait pas, par exemple, sur les grandes courses francophones qui attirent des milliers de participants. Mais l'épreuve peut donner l'exemple aussi. Exactement. Donc, c'est comme tout à l'heure, vous parliez du marathon de Londres. Le marathon de Londres, en 2019, ils ont utilisé des capsules d'eau de la marque, alors je ne sais pas si je le prononce bien, mais OO. Et du coup, ils ont réduit le nombre de bouteilles plastiques en un an, et ça a donné tellement le bon exemple à d'autres événements que maintenant, cette marque qui fait ces capsules-là en forme d'algues, ils sont sous l'eau, ils n'arrivent pas à répondre à la demande.
Après, il y a aussi une question de compétitivité parce qu'aujourd'hui, moi je suis par exemple, tu viens de Nice, je crois, Oui. donc tu connais. Aujourd'hui, venir à Paris, faire un Paris-Nice, un billet de train, ça coûte quand même très cher. L'hébergement à Paris coûte cher, la restauration coûte cher. Donc des fois, c'est plus rentable d'aller à Valence. Vous avez trouvé des EasyJet à 39 € l'aller-retour, et là, il y a un problème d'attractivité du prix en fait. Ah oui. Et là, on se dit que c'est pas normal que aller courir finalement quand t'es niçois, aller courir à Paris, ça te revient plus cher qu'aller courir à Valence. Du coup, oui, tu vas être tenté pour le prix d'aller à Valence parce que finalement c'est un super marathon aussi et tout, et ça va te revenir moins cher. Donc là, il y a un problème aussi de la valeur, où est-ce qu'elle est attribuée et de l'impact que ça peut avoir. Donc il y a aussi une piste de réflexion à avoir par rapport à ça, je pense. Ah oui, mais même en Europe, de manière générale, le train, il est pas assez privilégié. Et il y a l'avion qui a pris le dessus et qui offre des tarifs tellement plus intéressants que forcément, entre la rapidité et les prix plus attractifs, on va toujours préférer l'avion si on n'a pas un minimum de conscience de l'impact que ça peut avoir. En fait, on est en train de croiser plusieurs problématiques là. Il y a l'approche touristique, économique. On va dire économique de manière très générale, l'impact économique d'une manifestation sportive comme un grand marathon, ça c'est une chose. Il y a l'impact social, donc c'est effectivement la rencontre, les échanges, la tranche de vie. Bon, le sport est génétiquement ancré dans le social. Hein. Au fil du temps, il est devenu excessivement dépendant de la sphère économique. On voit bien aujourd'hui le nombre d'organisateurs qui ont un mal de chien à boucler les budgets. Et ce qui nous tombe sur la tête depuis une dizaine d'années maintenant, ce sont les impacts environnementaux et la nécessité de réinventer le sport pour prendre en compte des choses auxquelles on faisait absolument pas attention dans le passé. Et aujourd'hui, ça concerne la construction d'infrastructures, ça concerne les transports, ça concerne les ravitaillements. L'exemple de l'eau est un bon exemple. Bon, on va citer le marathon de Paris, mais c'est valable pour tous les marathons qui ne veulent pas passer à autre chose. Quand on est à plus d'1,5 million de bouteilles sur 6 heures de course, il y a un problème, quoi. Donc, ça vous choque ça, 650 000 hein 650 000, c'est le nombre de bouteilles oui, qui est distribué pour le complètement. marathon de Paris. Est-ce que c'est un chiffre qui vous choque? bien sûr, enfin non, oui et non. C'est-à-dire que ça correspond à un ravitaillement tous les 5 km sur 42 km avec départ-arrivée. Donc dans l'absolu, pour un organisateur, indépendamment des problématiques environnementales, c'est tout à fait normal. Après, comme tu l'as très bien cité concernant le marathon de Londres et d'autres marathons, il y a d'autres possibilités qui existent. Par exemple, passer à l'eau du robinet, ce qui pose le problème des partenaires, des réseaux d'abord, parce que tout le monde ne peut pas le faire sur cette planète. Ça pose bien évidemment le problème des partenaires, parce que ça veut dire remettre en cause des partenariats, une manne économique, etc. C'est des choix qu'on opère ou qu'on n'opère pas. Et soit on est à l'avant-garde, soit on est dans le wagon de queue en matière d'écologie. Et là, je parle sur le plan purement écologique. Je ne prends pas en considération la dimension sociale, économique, etc. Parce que le sport draine de l'emploi, draine une économie de centaines de milliards. Donc je le comprends tout à fait, ça. C'est le problème des bouteilles d'eau. Hein. On prend l'exemple du marathon de Paris, mais effectivement, aujourd'hui, les plus gros producteurs de bouteilles en plastique, des marques comme Evian, Volvic ou encore Vittel, sont généralement partenaires de ces gros événements et donc ils sont essentiels, on va dire, à la santé économique de ces courses pour qu'elles aient lieu. Donc là, il y a un problème aussi. Je pense que les organisateurs sont de bonne volonté, mais effectivement, si c'est économiquement, si c'est plus viable, ça pose des questions. Après, est-ce que globalement, on peut remplacer la bouteille d'eau? Est-ce qu'il y a des moyens qui existent pour un marathon? Pour un marathon, la problématique, c'est le nombre de participants. Camille prenait l'exemple du marathon de Londres. Alors moi, j'ai un exemple bien plus ancien. C'était sur la Saint-Élion, qui est une course doyenne au niveau du trail. Et je l'ai couru en 2008, et en 2008 on avait déjà un gobelet individuel chacun qu'on avait au départ de la course et qu'on devait avoir, si on voulait continuer à se ravitailler à la fin de la course, que aucun gobelet sur l'ensemble des ravitaux, où les ravitaux se faisaient auprès de grosses bonbonnes d'eau. C'est valable pour un trail ou une épreuve assez longue où l'arrêt au ravito peut se faire sur une durée assez longue et pas avec un embouteillage de 40 000 personnes autour de vous. Enfin, j'exagère parce qu'au marathon, ceux qui s'embouteillent, c'est peut-être 20 000 personnes, mais sur ce type d'épreuve, sur une épreuve comme Paris, même si on disait à chacun a son verre au départ et on se ravitaille à la bonbonne, surtout dans la période qu'on vit actuellement où tout le monde doit être distancié, je pense que partager la même bonbonne, on voit qu'on est dans
je vais pas dire des contradictions, mais dans des impératifs qui parfois on a du mal à les faire concorder. Inévitablement, l'idéal, ça serait de trouver une solution où on n'est pas tous chacun sa bouteille, mais si on prend aussi les personnes qui courent. Et c'est ce qu'il faut entendre quand on est organisateur, on pense aussi au bien-être des personnes qui participent. Se ravitailler au verre quand on court à certaines allures, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident aussi. Oui, parce que Donc, si tu cherches un chrono sur marathon, excuse-moi, mais si tu cherches un chrono sur marathon, est-ce que c'est compatible avec un ravitaillement au verre d'eau? On a tous essayé de boire au verre d'eau en courant. Il faut s'arrêter, on n'y arrive pas. Et le risque aussi, c'est que les coureurs, ils se ravitaillent pas, en fait, tout simplement. Et là, ça peut poser des problèmes pour l'intégrité physique de chaque coureur. Si on enlève et on supprime les bouteilles d'eau, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique et c'est ce qu'il y a de plus efficace pour la performance. Après, ça peut être une solution, ça peut être de mixer aussi. Par exemple, les capsules d'eau, ça peut être super pour ceux qui visent un chrono. D'avoir un verre sur marathon, certaines personnes, ils ont besoin de faire des pauses aussi sur le marathon. Donc, dans ce cas, avoir un verre, c'est cool aussi. Peut-être mettre des fontaines à eau. Peut-être des fontaines à eau d'une marque comme Vittel ou Evian, pour comme ça il y a le sponsor aussi qui reste. Enfin, je pense que il faut pas voir forcément tout noir ou tout blanc, mais il faut peut-être mixer des solutions pour arriver à quelque chose de mieux, même si on sait que ça sera pas forcément parfait. En fait, je m'excuse, on touche à un point important qui est les stratégies d'acteurs et les pressions de la sphère publique, de la sphère privée. Suivant les pays, il y a des choses qui changent et des choses qui ne changent pas. Alors je vais prendre un exemple très amusant, ça va me prendre une petite minute. Ça concerne une marque de chocolat célèbre australienne qui est implantée aussi en Nouvelle-Zélande. Et un jour, il y a un petit village d'irréductibles néo-zélandais qui a décidé de boycotter cette marque de chocolat parce qu'il y avait de l'huile de palme dedans. C'est parti du petit village néo-zélandais. Puis ça a été le comté, puis ça a été la Nouvelle-Zélande entière. Et en 3 mois, en fait, l'ensemble de la population néo-zélandaise a boycotté cette marque. Et ce qui s'est passé, c'est que dans les 6 mois, ils ont trouvé une solution pour plus qu'il y ait d'huile de palme dans ces produits. Par contre, ils n'ont rien fait en Australie parce que personne n'avait fait pression en Australie pour que ça évolue. Donc là, on touche à un point essentiel qui est le poids des différents acteurs pour faire évoluer les choses. Moi, ce que je remarque, pour être suffisamment vieux dans la maison concernant les problématiques de développement durable dans et par le sport, c'est qu'à un moment donné, quand il y a une pression qui arrive d'en bas et une pression qui arrive d'en haut, et on parlera des attentes et des besoins des coureurs aussi, parce que les attentes ont évolué. Le coureur d'aujourd'hui, c'est plus le coureur d'il y a 20 ans, quoi. Il y a de vraies attentes, et notamment sur le plan environnemental, ce qui fait que les gens prennent aujourd'hui des décisions d'aller ou de ne pas aller sur un marathon ou sur une course à pied pour différentes raisons, dont les raisons écologistes. Et ce qui est vraiment très important, c'est de comprendre que chacun des acteurs du sport tient dans sa main la possibilité de faire évoluer les choses ou pas. Et je vais vous citer un exemple qui touche le monde de l'athlétisme d'ailleurs, puisque c'est un sponsor de la Fédération française d'athlétisme. Alors je ne sais pas si on a le droit de parler. D'accord. Bon, c'est l'exemple de la Maïf, quoi. La Maïf, c'est un partenaire ancien du sport, qui investit des sommes considérables dans le monde du sport et qui a pris la décision l'année dernière. Elle a été, son assemblée générale a voté le statut d'entreprise à mission. Et ce statut d'entreprise à mission, la mission de Maïf, c'est l'attention sincère portée aux autres et à la planète. À partir du moment où elle a pris cette décision en Assemblée Générale, ça veut dire que plus aucun de ses financements peut être fléché sur quelque chose qui n'est pas éco-compatible. L'impact direct de ça, c'est qu'ils ont mis sur pied une stratégie qu'ils appellent la stratégie sport-planète. Et aujourd'hui, ils ne vont plus financer que des athlètes, des organisations, des fédérations qui s'engagent sur la voie de l'éco-responsabilité. Donc attention, c'est un signal très fort envoyé par un partenaire, une marque sportive qui pèse très lourd dans le monde du sport pour dire si vous ne vous alignez pas sur les problématiques d'aujourd'hui, et notamment sur les problématiques écologiques, eh bien on vous financera plus. Et ce qui est valable pour Maïf, c'est valable pour Schneider Electric, c'est valable pour un certain nombre de partenaires qui commencent à faire pression sur les organisateurs pour que ça soit un peu plus nickel sur le plan environnemental. En tout cas, de plus en plus d'organisateurs prennent le sujet à bras-le-corps et mettent en place des mesures pour réduire la pollution. Et aussi, un autre sujet très important, c'est la chasse aux déchets. Récemment, sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de personnes qui ont salué l'initiative des organisateurs du semi-marathon de Coney en Grande-Bretagne, qui a décidé d'exclure tous les participants qui jettent pendant leur course des déchets au sol. Ils sont tout simplement disqualifiés s'ils jettent leurs déchets en dehors des zones dédiées. Camille, est-ce que tu penses que ce type de mesure, ça va dans le bon sens ? Moi, je dirais oui au premier abord. Après, je pense que
Enfin, je pense que ça nous est tous arrivé de vouloir jeter dans la poubelle en courant et de louper la poubelle. Donc, je sais pas jusqu'à quelle mesure. Enfin, moi personnellement, si je loupe la poubelle, je reprends ma bouteille et je la remets dedans. Mais on en a tous vu qui le font pas forcément et ça reste dans la zone déchets, on va dire. Mais du coup, je sais pas dans quelle mesure ils disqualifient. Est-ce qu'ils font un rappel d'abord? Est-ce que ils vont disqualifier directement? Est-ce qu'ils le mettent assez en avant? Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui pourront trouver ça injuste. Et ça peut se comprendre parce que si on se prépare pour une course, etc., et que on a fait un loupé, bon, voilà. Après, je trouve que dans l'idée, par contre, c'est génial. Après, on a tous vu ces photos, par exemple, qui circulent sur les réseaux Ouais. sociaux avec les kilos et kilos de déchets. C'est vrai que c'est des images qui peuvent être choquantes. Et même s'il y a des bénévoles qui ramassent après, on sait qu'il y a quand même beaucoup de déchets qui passent entre les mailles du filet, qui se retrouvent dans les égouts, qui se Bien retrouvent. sûr. Donc c'est une réalité. On parlait des 80 tonnes Oui. de déchets au marathon de New York. C'est un vrai sujet. Le Tour de France aussi, il y a eu toutes ces questions, notamment sur les gels, sur les athlètes qui jetaient leurs bidons, même si on sait qu'ils sont beaucoup ramassés. Ça, c'est à mon avis, on est beaucoup montré du doigt à cause de ça et il faut reconnaître que il y a beaucoup encore de cours même sur des chemins d'entraînement. Moi je m'en tourne autour de l'hippodrome d'Auteuil et je vois aussi des gels qui sont jetés par terre comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a encore du travail à faire et au moins c'est efficace. Si vous excluez les gens, là ils font un peu plus attention. Après je sais pas si c'est la bonne mesure. Après je pense qu'il faut peut-être un peu plus de pédagogie dans un premier temps pour justement montrer que vraiment c'est pas un geste à faire. Moi, je verrais bien ça par contre dans le trail parce que encore on parle en ville, ça finit dans les égouts, mais la plupart du temps c'est quand même sur les trottoirs, ça peut être ramassé. En trail, c'est quand même beaucoup plus compliqué de ramasser. Quand le gel il a été jeté dans le ravin, il y a personne qui va aller le chercher. Moi, je rejoins clairement ce qui a été dit parce que en fait. L'idée de fond, c'est quoi? C'est quand même que finalement, la personne qui, à l'occasion de cette course, est un coureur ou une coureuse, ne jette pas son déchet par terre. C'est-à-dire que pendant la course, mais aussi en dehors de la course. Moi, j'ose croire que les personnes qui sont responsables dans la vie de tous les jours le sont également lorsqu'ils vont se retrouver en compétition. Et ceux qui peuvent être beaucoup moins regardants dans leur pratique sportive, je pense qu'ils le sont beaucoup moins dans leur vie de tous les jours. Donc, l'idée, c'est que si à un moment on peut se servir du sport, et ça peut être une des missions, parce que le sport a énormément de valeurs éducatives, socialisantes. Si à un moment le sport peut servir à sensibiliser sur ces causes-là, de fait qu'un déchet, que ça soit un bout de papier, un gobelet en plastique, ça se jette dans un contenant qui est réservé à ça et pas à même le sol ou à même la rue, et c'est très bien. Du coup, il faut énormément de pédagogie, qu'on a dit, et pas forcément tout de suite le bâton, parce que voilà, l'idée c'est que le comportement qu'on va induire chez le sportif, on le retrouve en dehors, et ça me paraît vraiment important en fait. Le monde du trail n'est pas en reste sur toutes ces questions liées à l'environnement. Il doit même faire face à d'énormes paradoxes parce que entre la passion, la nature qu'ont souvent les trailers et les problématiques liées aux déchets, il peut avoir quand même une forme de paradoxe. Je prends notamment l'exemple de l'Ultra Trail du Mont Blanc, l'UTMB, qui est souvent sous le feu des critiques parce que beaucoup d'habitants locaux dénoncent les centaines de déchets retrouvés tout au long du parcours malgré l'extrême vigilance de la plupart des participants. On sait aussi que le succès de ces courses, ça réside justement aussi dans le cadre où elles ont lieu. C'est ça qui les rend populaires. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne chose d'organiser une course autour du Mont Blanc dans un milieu naturel aussi préservé? Didier, est-ce que tu penses que c'est possible de préserver la faune, par exemple, lors d'un UTMB ou ces courses comme ça qui sont en plein milieu de la nature? Est-ce que c'est pas, il faut pas aussi à un moment donné siffler la fin de la récré, quoi, j'ai envie de dire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on évoque ici la vallée de Chamonix et le fait qu'il y a vraiment des radicaux dans la vallée de Chamonix en matière d'écologie. Donc, ça peut expliquer ça. Mais je voudrais replacer dans le contexte historique de l'UTMB. L'UTMB est victime de son succès quelque part parce que quand c'est né au cours des années 2000, c'était une espèce de conte. C'était une très belle histoire à raconter. Sauf que très rapidement, Catherine et Michel Poletti, les
les organisateurs se sont retrouvés face à un afflux de sportifs qui voulaient participer à cette épreuve, ce qui fait qu'ils ont commencé à organiser plusieurs épreuves différentes pour limiter le nombre de départs par épreuve, mais malgré tout, ils ouvraient les inscriptions et au bout d'une journée, tout était plein. Donc le problème d'un sport quel qu'il soit et d'une modalité sportive quelle qu'elle soit, il y a l'effet de nombre qui est très important parce que je vais vous citer une phrase que je trouve merveilleuse d'une femme qui était proviseure d'un lycée, Marguerite Gansbittel, qui avait dit un lycée est devenu trop grand quand on n'est plus capable d'appeler ses élèves par leur prénom. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans des problèmes d'échelle et de masse critique. Au-delà d'un certain nombre de personnes, on n'est plus capable de garantir un service vis-à-vis des sportifs, vis-à-vis des collectivités territoriales, vis-à-vis de la nature. Et donc les questions qui se posent, c'est les questions de priorité. Moi, je me souviens d'un débat amusant avec la famille Poletti sur les excréments, qui a été à un moment le problème majeur du Tour du Mont Blanc, de l'UTMB, c'est-à-dire la quantité massive d'excréments qui s'accumulaient sur le pourtour du Mont Blanc à cause des milliers de participants qui déféquaient dans la nature, quoi. Donc il a fallu gérer. Forcément. Et oui, mais là on touche à un problème essentiel. C'est-à-dire qu'il a fallu créer des poches spéciales, il a fallu penser à des toilettes qu'on mettait sur site, avoir des accès spécifiques pour pouvoir permettre l'acheminement de ces toilettes et leur évacuation, puis la pochette individuelle pour les coureurs. Enfin, on en est arrivé à des délires par effet de masse. Après, l'UTMB, c'est devenu une marque. Aujourd'hui, on sait que il joue aussi à fond la carte du business, c'est une course qui est très commerciale aujourd'hui, on le sait. Donc, il y a aussi... Est-ce que ça n'a pas pris le pas, le business, sur ce qui était historiquement cette course-là ? Je ne pense pas que aujourd'hui l'enjeu majeur de ces organisateurs, alors je ne les connais pas suffisamment, mais on sent quand même que il y a une envie de chiffre d'affaires et de croissance qui est quand même assez importante. Mais on retrouve le problème dans toutes les courses à pied dès qu'elles atteignent l'éco-trail, on est dans la même logique. Mais l'éco-trail, comme l'UTMB, sont signataires de la charte des 15 engagements du ministère de la mission de développement durable, du ministère des Sports et du WWF. Ils s'engagent de manière considérable en matière de déchets, de respect des espaces verts, de programmes concernant la biodiversité, de gestion de l'eau, etc. Ils font un boulot considérable, mais ils sont limités par leur système. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez du monde, il y a un impact et il est proportionnel au nombre de personnes. Alors rapporter. Mais on peut pas mettre des garde-fous aussi, dire à un moment donné, stop, à partir de tant de nombre, on arrête et on n'arrête pas de recréer des mini-courses dans les mini-courses, des machins. En fait, c'est ce qui se passe. Il limite les participants quand même. Oui, mais ils ont créé combien de courses ? Ils ont augmenté le nombre de courses. Voilà, ils ont monté. C'est facile aussi. Mais par contre, de ce que j'ai lu, à contrario des grosses courses comme les marathons, etc., il y a eu beaucoup moins de déchets. Je crois que c'est sur l'année dernière, c'était 24 kilos de déchets qui ont été ramassés après en refaisant les sentiers. Donc, comparer ça à un marathon, c'est quand même... Mais souvent, ce qui limite le nombre de participants, c'est pas les enjeux écologiques. Le marathon de Paris, c'est la largeur des trottoirs. Si on pouvait en mettre encore plus, et l'UTMB, je pense que c'est aussi un petit peu pareil, s'ils pouvaient en mettre encore plus, ils en mettraient plus. Est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné aussi, on peut peut-être prendre ces conditions de place et de nombre de participants, non pas aux capacités d'accueil, mais tout simplement à ce qu'on juge responsable. Toi, je sais, Camille, en plus, tu as travaillé sur ces questions-là par le passé, notamment sur la question des tracés dans ton entreprise où tu travaillais. Je ne sais pas comment vous accompagnez les organisateurs sur ces sujets-là. Alors, en fait, moi, c'était pas exactement ça. C'est surtout que j'ai fait mes études en environnement et je faisais donc de la géomatique, c'est le traitement par l'informatique de toutes les données géolocalisées, et j'avais mis en place une méthode de calcul pour définir la zone à ne pas toucher pour ne pas impacter la biodiversité. Donc du coup, je me disais que justement cette méthode de calcul, l'étudier par rapport au tracé actuel des courses, ça pourrait être intéressant pour voir si justement, est-ce qu'il ne faudrait pas modifier certains parcours ? Est-ce qu'il n'y a pas par exemple des zones minimes mais qu'il faut absolument protéger et dévier un peu le parcours de quelques kilomètres pour avoir un impact moindre ? Il y a quand même pas un risque. Alors moi j'entends toutes ces mesures, toutes ces initiatives des organisateurs de courses. Tu parlais notamment tout à l'heure des petites capsules d'eau. Je sais aussi que ça coûte très très cher pour les organisateurs. Il n'y a pas un risque de voir quand même les prix des dossards exploser et finalement de segmenter un petit peu par l'argent, par le prix du dossard, d'être un petit peu moins fédérateur. Prenez l'exemple de ce qui se passe à Paris actuellement. Alors on a sorti les voitures des centres-villes, on a remplacé un petit peu les épiceries traditionnelles par des bio-c'est-bon, des bio-coop, ce genre de choses, ou des bars un peu traditionnels qui ont fermé pour laisser place à des bars healthy. Alors oui, effectivement, quand on est un jeune cadre dynamique qui travaille
dans une agence de publicité et qu'on vit sur l'île Saint-Louis et qu'on prend sa trottinette électrique parce qu'on habite à 10 minutes de son travail, c'est très agréable de pouvoir profiter de ça. Mais si on se met du point de vue, je sais pas, d'un livreur-chauffeur qui vit dans les 78 et qui doit livrer les légumes à ces fameux bar Elsie, parce que jusqu'à preuve du contraire, la patate douce et le quinoa, ça pousse pas sur les balcons à Paris, et ben lui, il doit tout se taper tout Paris de côté, il vit dans son camion exposé tout le temps dans les bouchons, donc au CO2, et sa vie, c'est devenu un cauchemar. Donc il y a ce problème-là aussi de l'accessibilité de ces courses. Aujourd'hui, courir à Paris, les dossards sont extrêmement chers. Je me souviens récemment d'avoir parlé avec un organisateur de courses qui organisait une course, ce qui se voulait développement durable, c'était plus de 40 € l'inscription. Donc à un moment donné, le prix rentre en compte et on peut pas ne pas considérer la question parce que pas tout le monde aujourd'hui peut mettre 40 € pour aller courir. Moi, ça me semble exorbitant comme prix. Moi, ça me semble exorbitant aussi comme prix, mais après, je sais pas. Il y a, par exemple, dans le textile, il y a beaucoup cette idée du juste prix. Je trouve que c'est intéressant justement d'éduquer les gens sur ok, le dossard coûte tant, mais pourquoi ? Déjà, ça pourrait permettre de... Mais si tu n'as pas le pouvoir d'achat pour l'acheter, tu sais pourquoi tu n'as pas accès à la rigueur, oui, mais ça, tu pourras pas y participer. Mais bien sûr, mais je pense qu'il faut peut-être, pour les organisateurs de courses aussi, penser à baisser leur marge, parce qu'on sait très bien que certaines structures qui organisent certaines organisations de courses, quand même, font des chiffres d'affaires assez importants. Et peut-être que c'est là aussi pas le problème, mais c'est là aussi où il faut revoir cette notion de chiffre d'affaires, parce que qu'est-ce qui est plus important, faire un grand chiffre d'affaires ou avoir un impact écologique meilleur? Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais un meilleur impact écologique. Et puis en fait, voilà, développer son entreprise d'organisation de courses de manière plus durable, tout simplement. Et du coup, ça inclut peut-être pendant un moment de baisser, d'avoir des chiffres d'affaires moins importants, mais qui seront beaucoup plus pérennes. Fred, je sais pas si toi tu penses qu'il n'y a pas un risque du coup que ces courses-là... Je pense que le risque il est réel, et il faut vraiment y prendre garde, parce que l'idée c'est que, enfin pour moi, la course à pied c'est le sport populaire par excellence, vraiment. Voilà, c'est vraiment, on le voit bien quand on va dans des pays qui sont entre guillemets moins développés économiquement parlant que la France. Ça n'empêche pas les gens de courir, des fois dans des conditions vraiment particulières, et ça leur empêche pas en plus d'avoir des athlètes de très haut niveau. Donc ça reste un sport accessible à tous, et moi j'aimerais que ça le reste. Alors du coup, moi je suis évidemment favorable au fait que les organisations fassent beaucoup plus attention à l'empreinte écologique des épreuves qu'ils organisent. Et du coup, là, c'est vraiment, je dirais, c'est dans les mains des partenaires de ces événements-là que réside la solution. C'est-à-dire que si je pense que ces organisations ont des partenaires qui sont réellement investis dans cette cause et vraiment sensibilisés à cela, je dirais que c'est à eux, entre guillemets, d'absorber ce surcoût, et c'est pas aux coureurs de l'absorber. Très très concrètement, pour moi, ça serait vraiment la démarche du partenaire qui dira voilà, moi je suis un partenaire responsable et je mets ça en œuvre, et la preuve, voilà, je sais que c'est un coût supplémentaire, nous on l'absorbe. Après, je suis pas non plus naïf non plus. Les partenaires, ils sont là, même avec l'engagement qu'ils ont, ça reste des sociétés qui sont là pour faire du chiffre et du bénéfice, donc ils ont aussi des équilibres à gérer. Donc dans ces équilibres à gérer, où c'est qu'ils vont pouvoir placer le fait d'absorber ce surplus, ou de le faire reposer sur autrui. Mais en tout cas, je trouverais ça, mais très honnêtement, mais peut-être parce que je suis du côté de la barrière des coureurs, je trouverais ça particulièrement injuste que le prix se répercute sur les pratiquants, parce que le risque, c'est que les grands événements ne soient accessibles qu'à certaines très clairement classe sociale, et entre guillemets les petites courses qui sont beaucoup plus abordables, mais qui n'auraient pas forcément du coup d'attention particulière sur leur empreinte écologique.
entre guillemets, soit pour d'autres. Voilà, moi je pense que une course, c'est le lieu où se rencontrent tous les niveaux. Toutes les classes, tous les sexes, toutes les couleurs de peau, toutes les religions, c'est vraiment le lieu du brassage absolu et il faut que ça le reste. Effectivement. Parlons maintenant d'équipements sportifs et notamment de chaussures et de textiles des coureurs et des coureuses qui sont malheureusement de moins en moins durables. On peut citer l'exemple d'une certaine paire de chaussures où on annonce que 250 km d'autonomie et après elle perd ses capacités, donc il faut l'acheter, la renouveler. Donc on se rend compte des fois que la technologie, la performance, ça vient sur la durabilité des produits, mais on sait aussi que certains équipementiers prennent le sujet à bras-le-corps et s'intéressent de plus en plus à ces sujets-là. On peut citer par exemple la marque Salomon qui vient d'ouvrir une usine en Ardèche avec comme ambition de produire 500 000 paires de chaussures Made in France d'ici 2025. Il y a des marques aussi nutrition comme Isostar ou Meltonic qui proposent des produits fabriqués en France et aussi quelque chose d'assez, en tout cas moi que je trouve assez révolutionnaire, on peut citer la marque suisse On Running qui va bientôt lancer une paire de chaussures recyclables, la Cyclone, qui sera produite et disponible uniquement en abonnement. Alors c'est très simple, vous achetez votre chaussure en abonnement, une fois qu'elle est usée, vous la renvoyez, vous en renvoyez une nouvelle paire, elle est systématiquement recyclée. Donc ça c'est des mesures qui sont prises. Camille, toi, est-ce qu'en tant que coureuse, tu es sensible à ces initiatives de grandes marques et est-ce que tu penses qu'elles vont dans le bon sens et qu'elles traduisent une forme de sincérité, de pouvoir que les équipementiers ont de changer les choses sur la consommation? Pour moi, oui, ça se voyait. Alors, je suis très contente que ça commence à se développer un peu plus dans les chaussures parce que jusqu'à présent, c'était surtout plutôt dans le textile qu'il y avait du développement, même s'il reste assez limité et que ça reste un marché de niche. Mais pour les chaussures, je trouve que c'est vraiment top. Et je pense qu'il y a une vraie question qui se pose derrière, notamment sur pour On Running, pour cette question d'abonnement, du fait qu'on recycle les chaussures. Adidas aussi cherche à faire des baskets en matière recyclée. Il y a de plus en plus de marques. Veja aussi a fait une paire de chaussures de running qui reste plutôt pour en avoir parlé avec des gens qui l'ont testé et qui ont un bon niveau, c'est plutôt une chaussure de footing. C'est pas encore une chaussure performante comme on peut retrouver chez certaines marques qui s'usent au bout de 250 km. Mais oui, je pense qu'il y a une vraie question qui se pose, en tout cas, et que les marques essayent d'y répondre. Et parce que les coureurs ont envie aussi de quelque chose de plus responsable. Ils se rendent compte de l'impact que ça a parce que les textiles de sport sont très polluants, quoi. Les matières sont polyester, tout ça, polyamide, c'est ultra polluant. Donc, Et le consommateur, vous pensez qu'il est prêt à changer ses habitudes, à choisir peut-être à privilégier certains équipementiers qui jouent le jeu, quitte à ce que ce soit un petit peu plus cher? Est-ce que vraiment on va jouer par exemple le jeu du Made in France? Fred, toi, je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu serais prêt, toi d'ailleurs, à sélectionner tes articles en fonction de leur provenance et de leur durabilité? Alors moi je suis prêt, je pense que les gens seraient prêts et j'en reviens un peu, je reboucle avec ce que je disais sur le prix des dossards, s'ils en ont les moyens. Très honnêtement, je pense très honnêtement, mais c'est ma vision qui est peut-être pas, voilà, c'est celle que j'ai, que si à un moment on est confronté à une problématique de moyens, tu vas te limiter pas par non-volonté des personnes, mais par non-possibilité des personnes qui ont de le faire. Après, il y a aussi, faut pas se voiler la face, des gens qui auraient la capacité financière, économique de pouvoir consommer autrement et qui le font pas. Après, faut pas non plus caricaturer, mais je pense que globalement, les gens sont sensibilisés à cette question-là. En tout cas, je pense. Après, il y a la question très honnêtement de l'accessibilité. Par exemple, moi, la fameuse marque de chaussures qui était évoquée, On. Alors après, je cours pas les magasins de running non plus tous les jours, mais j'ai jamais eu l'occasion de l'avoir. Donc peut-être si j'ai l'occasion de l'avoir, why not? Je serais plutôt partant. Ce type de démarche qui me paraît vraiment intéressante. En plus, quand on trouve un modèle, on aime bien toujours utiliser le même. On est comme ça. Enfin, les sportifs sont assez
voilà, fidèles à quelque chose qui leur convient. Donc du coup, je trouve plutôt intéressant. Justement, j'en profite pour saluer une initiative de notre partenaire Iron qui est très sensible justement à ces questions-là et qui nous a proposé de créer une page sur leur site internet où ils vont mettre en avant tous les équipementiers qui jouent le jeu du développement durable en regroupant tous les produits Made in France ou avec cette volonté-là pour leur offrir la visibilité. Donc je pense qu'on peut saluer cette initiative-là parce que, à mon avis, dans le bon sens, il faut rendre accessible et mettre en avant les acteurs qui jouent le jeu. Ça me semble assez important. Moi, juste pour revenir sur le prix des dossards et même le prix des équipements, qui est forcément des équipements éco-responsables, qui est plus cher, je pense que le maître mot, ce serait moins mais mieux, en fait. Parce que même si un dossard est un peu plus cher, même si je suis d'accord que le prix, il doit être absorbé par les partenaires ou par les organisateurs plus que par les coureurs. Je pense que déjà, on le voit souvent aussi, même dans la consommation de textiles, dans la consommation de dossards, elle est parfois chez certains vraiment excessive. Et du coup, peut-être se remettre en question sur ces problématiques-là et garder le même budget, mais moins consommer. Pour des meilleurs produits. Je voudrais prendre l'exemple des ravitaillements parce que j'accompagne pas mal d'organisateurs sur les différents postes où ils peuvent gagner, en fait, parce que j'entends depuis le début de l'émission que l'écologie ça coûte cher et je vais m'inscrire en faux au risque de choquer certaines personnes parce qu'en fait il y a moyen de repenser le modèle économique, il y a moyen de repenser les services qu'on offre aux athlètes, il y a moyen de repenser une organisation pour qu'en bout de chaîne au niveau du budget ça change pas grand chose. Je prends l'exemple du ravitaillement parce que c'est le meilleur exemple. Ça fait plus de 10 ans maintenant que j'accompagne notamment des courses à pied sur leur engagement éco-responsable. Et la problématique des ravitaillements, je leur dis systématiquement, et si vous proposiez un ravitaillement qui soit bio, local, de saison végétale? Alors là, ils me rayonnaient, statistiquement ils me rayonnaient. Et je leur dis, je vous promets que c'est possible. Oui, mais ça va nous coûter la peau des fesses, etc. Non, pas du tout. Laissez-moi faire. Si vous me faites confiance et que vous me laissez entrer en contact avec votre contact dans le distributeur de produits, avec le distributeur de produits qui vous fournit habituellement. Et en fait, mon discours est toujours le même. L'organisateur X désire devenir éco-responsable et donc ne voudrait plus que des ravitaillements qui sont bio, avec un sous-emballage, en vrac, etc. On met la problématique Covid entre parenthèses pour l'instant par rapport à la problématique du vrac. Et voilà. Et en fait, tous les fournisseurs, donc qui sont dans la grande distribution, disent oui systématiquement. Pour quelle raison? Parce qu'en termes d'image, ça les positionne sur un autre créneau. C'est-à-dire que c'est une manière pour ces distributeurs, pour ces fournisseurs, pour ces sponsors, de gagner en image et en notoriété par la même occasion localement. Et ça, c'est vraiment important. Globalement, le message est le suivant. Ne nous donnez pas plus en matière d'enveloppe, mais donnez-nous des produits qui soient de qualité. Et des produits de qualité, ça veut dire sur le contenu et le contenant, ça veut dire sur le mode de distribution, etc. Et en fait, on s'est rendu compte, je n'ai eu aucun refus d'un fournisseur de produits parce que ils ont tout à gagner, les fournisseurs. Et si on retourne sur les eaux minérales, qui est aussi un type de prestataire, en fait, on se rend compte que l'eau minérale a énormément évolué ces dernières années, notamment au niveau des plastiques qui composent les bouteilles, la quantité de plastique et la qualité du plastique qui compose les bouteilles. On se rend compte que les bouchons sont plus petits, que les étiquettes sont plus fines, que la bouteille a été conçue différemment, elle est plus légère, et la qualité du plastique qui construit ces bouteilles est de meilleure qualité, recyclable et recyclé aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Donc en fait, il y a moyen de faire évoluer les choses, et ça n'est pas forcément plus coûteux, et surtout pas plus coûteux pour le participant, qui est toujours, je vous rappelle que quand même c'est le consommateur, c'est lui qui décide s'il veut ou pas. Il peut se plaindre que tel marathon coûte de plus en plus cher, il a le droit d'aller ailleurs. Le temps passe très très vite. J'aimerais quand même revenir sur une question qui est notamment liée à l'entraînement des coureurs et aux enjeux climatiques. Je pense notamment l'été, l'hiver où on voit les pics de pollution qui explosent. Alors, à titre personnel, moi je l'ai constaté, vivant à Paris, il y a encore 5-6 ans, il y avait peu de problématiques de pics de pollution. Et rien que l'année dernière, j'ai dû annuler 6 ou 7 entraînements à cause justement de ces pics de pollution. Donc là, on se rend compte vraiment dans sa pratique les impacts négatifs que peuvent avoir c'est la pollution et les conséquences sur la performance. Justement, Fred, est-ce que
Est-ce que tu sais si aujourd'hui un athlète qui va s'entraîner en ville ou même à la campagne, parce qu'on sait qu'il y a aussi la pollution agricole qui est très importante, donc quelqu'un qui est exposé à de la pollution, est-ce qu'il y a un risque de voir ses performances baisser? Qu'est-ce que disent les études sur ce sujet? Alors, malheureusement ou logiquement plutôt oui. Alors déjà rappeler un chiffre qui est un chiffre officiel de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui nous indique que la pollution atmosphérique en milieu urbain serait responsable de 42 000 décès prématurés chaque année en France. 42 000, je vous laisse comparer avec des chiffres récents. Et 20 millions dans le monde. Voilà. Donc on sait clairement que la pollution, elle a des impacts négatifs. Alors entre autres, je ne vais pas tout citer, mais sur nos capacités cardiovasculaires et respiratoires, qui sont des données essentielles de la performance du coureur. Donc évidemment, la pollution, elle a un impact. Et tu le disais toi-même, souvent, et moi-même en tant qu'entraîneur, quand on atteint certaines limites, on suspend les entraînements parce qu'on fait prendre des risques. Alors soit les athlètes en prennent eux-mêmes, soit lorsqu'on est encadrant, on en fait prendre aux athlètes. T'as des études qui révèlent que les polluants les plus néfastes pour la performance sportive, en fait, semblent être le monoxyde de carbone, l'ozone et les particules en suspension. Tout ce qu'on retrouve dans la pollution urbaine, je dirais malheureusement, ou en tout cas très logiquement. Le monoxyde de carbone, par exemple, provient en général des gaz d'échappement des véhicules. Et ça, il est vraiment nocif parce qu'en fait, il se fixe sur l'hémoglobine à la place de l'oxygène. Donc, tu oxygènes moins bien ton corps et tu te retrouves, alors pas dans une situation d'hypoxie, mais presque dans une situation d'asphyxie au niveau musculaire. Si on prend l'ozone, tu vois, parce que ça, c'est aussi une particule qui inquiète beaucoup les spécialistes, parce qu'en fait, à concentration élevée, elle peut provoquer une inflammation, une hyperactivité bronchique chez les sportifs. C'est pour ça aussi qu'on voit beaucoup de sportifs qui pourtant, on pourrait penser qu'ils sont en bonne santé, ont des problèmes respiratoires, notamment en milieu urbain. C'est des choses qui se sont beaucoup développées au cours des 30 dernières années. Ça, je veux dire, les études, elles sont sans appel. On se moque souvent des sportifs asthmatiques dans le milieu professionnel, mais ça peut aussi expliquer, parce qu'il y a souvent cette problématique du dopage qui est montrée, mais il y a aussi le fait que quand tu t'entraînes en ville et que tu es un sportif, tu développes ce genre de pathologie malheureusement. Exactement, et puis on va citer un exemple puisque tu questionnais l'effet de la pollution sur la performance sportive. Alors je vais faire un petit retour en arrière, mais il y a des exemples bien plus récents. Mais on va prendre l'exemple des JO de Los Angeles en 1984, où le niveau d'ozone était déjà très élevé. Steve Ovett, qui était un athlète de 800 mètres, il avait terminé dernier de la finale alors qu'il était le grandissime favori. Ensuite, il a passé 2 jours à l'hôpital parce qu'il avait des problèmes respiratoires sévères dus à la course. Et ça, ce n'est pas qu'un cas isolé. On voit ces situations se répéter et même dans des courses d'un niveau moindre que les JO. Donc, on peut craindre et redouter les conséquences dramatiques pour les athlètes, très, très sincèrement, qui s'entraînent dans les grandes villes, si la pollution continue à augmenter de manière exponentielle, telle qu'on vit depuis une trentaine d'années, clairement, oui. Il y a les enjeux de Paris 2024. Didier, tu le citais tout à l'heure. Est-ce que tu es confiant, toi, en tant que professionnel, de la capacité du comité organisateur de Paris 2024 en France de prendre ce sujet à bras-le-corps? Est-ce qu'il y a des raisons d'être optimiste et s'imaginer que dans les prochaines années, les choses vont s'améliorer? Qu'est-ce que tu en penses? Mais en fait, je crois que la candidature de Paris, la dernière en date, est arrivée à point nommé parce que avec cette course au toujours plus, le CIO s'est trouvé sevré de comité d'organisation. Il n'y avait plus personne qui voulait organiser les Jeux. Et en fait, la conclusion de cette longue période d'évolution, ça a été de dire qu'il fallait retrouver des Jeux à taille humaine. Et des Jeux à taille humaine, c'est des Jeux qui respectent davantage l'homme et davantage l'environnement, les populations locales, etc. Ce qui a amené le comité de candidature de Paris 2024 à réfléchir à un modèle d'organisation qui soit moins impactant. Et parmi les grandes décisions qui ont été prises, il y a, pour faire en cours, les 3 postes les plus impactants en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on va dire d'impact environnemental de manière générale, c'est les transports, c'est les infrastructures et c'est tout ce qui est filière d'approvisionnement. En fait, ils ont fait un choix
fort et que tous les organisateurs devraient suivre, ça a été de ne construire quasiment aucune nouvelle installation. Donc le fait qu'il y ait quasiment pas, parce que 85% ou 90% des installations étaient déjà existantes, à part le complexe aquatique, le village média et le village des athlètes, qui vont ensuite être reventilés sous forme d'habitation, etc. Le fait d'avoir choisi Versailles, d'avoir choisi le Grand Palais, d'avoir choisi des infrastructures historiques, en plus d'infrastructures sportives, pour organiser, rien que ça, ce sont des dizaines de pourcents d'économisés en termes d'émissions de gaz à effet de serre liées à la construction d'infrastructures. Ensuite, ils ont fait un choix très fort, c'est d'organiser des jeux compacts. Des jeux compacts, ça veut dire des jeux où tout se passe au même endroit, à peu de choses près. Bon, il y a eu quelques dérapages plus récents avec le fait d'accorder à la vague Teahupo'o à Tahiti l'organisation des épreuves de surf. Mais si on met ça mis à part, si on prend juste Paris et l'Île-de-France, effectivement, on se rend compte que la quasi-totalité des athlètes aura 30 minutes de transport en commun pour se rendre entre son site d'hébergement et son site d'entraînement et de compétition. Donc là, on a une problématique très lourde qui est où organise-t-on un événement sportif pour faire en sorte de faciliter l'accès au site, aux participants et aux spectateurs. Et ça, c'est un point très important, donc transport, infrastructure. Et après, dans les filières d'approvisionnement, il y a une énorme politique qui a été développée par Paris 2024 en essayant de s'approvisionner en économie circulaire avec des boucles courtes, etc. C'est-à-dire d'aller chercher des fournisseurs juste à côté et pas à l'autre bout du monde. Et c'est valable pour tout, aussi bien pour l'alimentaire que pour les équipements, etc. Donc ça, c'est un bel exemple, parce que si les JO sont capables de le faire, n'importe quel organisateur est capable de le faire. Sujet passionnant. Le temps passe. J'espère qu'on aura l'occasion dans les prochains mois de revenir sur toutes ces questions liées au développement durable et à l'environnement. Je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup nos auditeurs. On les a consultés d'ailleurs dans un sondage pour savoir si ils avaient envie d'allier plus leur pratique du running à des sensibilités éco-responsables. Et à 91%, ils auront répondu oui sur un panel de plus de 4000 personnes. Donc c'est assez encourageant et j'espère qu'on pourra revenir sur ces questions-là. Écoute, je vous propose maintenant qu'on passe à la rubrique actualité immédiatement. Vous êtes prêts ? Let's go. Yes. Découvrez toute l'actualité running dans l'Iron Café. Actualité chargée en ce début d'automne. Évidemment, le marathon de Londres. Alors, on attendait un Bekele ou un Kipchoge. Il y a un duel déjà qui n'a pas eu lieu. Et beaucoup de surprises. Fred, qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce marathon qui a, je crois, bousculé beaucoup de certitudes ? Comme tu le disais, on nous annonçait un duel au sommet entre les deux meilleurs performeurs mondiaux sur la distance à 5 secondes près. En 2h01 et des brouettes comme on dit, et finalement le duel n'a pas eu lieu puisque Bekele a déclaré forfait la veille, et le jour J on pouvait même pas espérer vraiment un gros chrono, parce que déjà les conditions climatiques étaient pas forcément propices à la performance, et Kipchoge ne semblait pas dans un bon jour, puisque lui-même a demandé au lièvre, au pacer, de ralentir la cadence qui était partie sur la base du record du monde. Donc voilà, passage au SMI bien loin des temps pour un record du monde. Et puis derrière il a décroché immanquablement, malheureusement, après une belle victoire de l'Éthiopien Kitata qui a mené l'attaque. Il a été récompensé de son effort, parce que c'est lui qui met la banderille fatale à Kipchoge, et puis il arrive à gagner le marathon en 2h05 au sprint. Vous pensez qu'il est capable de rebattre le record du monde, Kipchoge, aujourd'hui ? C'est quoi votre avis sur ça ? Est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir refaire son retour ? Un avis sportif, technologique ou autre ? Tous les avis sont la bienvenue dans cette émission. Je vous laisse parler. Est-ce qu'il est capable de s'en approcher ? Je dirais oui. Je pense que oui. Toute personne qui a fait du marathon a connu, je pense, une fois au moins une défaillance sur cette distance-là. Lui, il n'en avait pas connu depuis 2013. Il n'en avait jamais connu. Son premier marathon, il fait 2e, et après, il les a tous gagnés. Donc, depuis 2013, c'est pas rien, c'est sur 7 ans. Donc voilà, il l'a connu, je dirais, enfin, il a connu sa détresse sur la distance. Maintenant, c'est tout l'enjeu de savoir s'il va pouvoir revenir. Alors, au niveau de son record du monde,
on verra bien, mais qu'il soit encore dans le top mondial, enfin pour moi ça fait pas de doute. Il faut pas l'enterrer juste parce que il est passé au travers d'un marathon comme ça arrive à tout marathonien sur la planète. Évidemment. En tout cas, des records du monde, on en a eu. Record du monde féminin du 5000 mètres et record masculin du 10 000 mètres. Alors, on les croyait presque inatteignables, ces vieux records, imbattables, et pourtant, ils ont été battus. Fred, j'imagine qu'en tant que fin analyste de la performance sportive en athlétisme, tu as dû regarder ça avec beaucoup d'attention. Alors avec beaucoup d'attention, mais vu que c'était juste un live sur la chaîne YouTube de la team hollandaise qui organisait ces tentatives réussies de record du monde, la connexion du coup ne permettait pas forcément une image très très belle tout le temps. Voilà, que dire, les records du monde étaient programmés, ils ont été accomplis, good job, je dirais, ils ont atteint leur objectif. Pour rappel, la NN Running Team, en fait, c'est une team qui a été montée par Jos Hermens, qui est historiquement qui a été le manager de Haile Gebrselassie et qui a été le premier à mettre en place dans les années 90 des courses à record du monde, c'est-à-dire avec des lièvres spécifiques qui étaient là pour faire le job et pour emmener l'athlète numéro 1 du moment, à l'époque c'était Haile Gebrselassie, au record du monde. Avant, les records du monde étaient évidemment battus par les meilleurs athlètes du monde sur les différentes distances, mais c'était pas programmé de manière aussi fine. C'était souvent lors des confrontations entre athlètes de ces niveaux-là. C'est vraiment lui qui a amené cette manière de battre des records du monde. Donc voilà, là je dirais que la formule continue parce que c'est eux-mêmes qui du coup organisaient ce meeting. Alors on a pu voir aussi un petit peu de technologie innovante sur cette course-là et notamment aussi sur le meeting de Monaco avec des LED. Ça fait un peu polémique sur les réseaux sociaux. Tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consistaient ces LED au bord de la piste et pourquoi est-ce que ça fait tant jaser? Alors pour celles et ceux qui ont regardé les courses, et on l'avait déjà vu effectivement lors du meeting Diamond League de Monaco où a été battu le record du monde du 5000 mètres masculin par le même Cheptegei qui a battu le record du monde du 10 000 mètres, c'est-à-dire un petit système lumineux le long de la lisse. La lisse, c'est cette bordure à l'intérieur du premier couloir sur une piste d'athlétisme, et en fait c'est pas juste un effet lumineux pour accompagner les premiers, c'est un effet lumineux qui accompagne en fait et qui rythme en fait, qui est basé sur le record du monde. C'est-à-dire que les LED, les lumières s'éclairent au fur et à mesure, marquant la cadence et le rythme, l'allure à tenir pour battre le record du monde. Et ça vient en complément des lièvres, des pêcheurs, on va dire, humains, qui ne peuvent pas tenir la distance, évidemment, sinon ils sont tous records du monde. Alors, il y a eu quelques polémiques, effectivement, certains estimant que voilà, c'était un peu dénaturé. Moi, je trouve le principe assez intéressant. Il y a une forme d'évolution qui reste. Voilà, alors c'est une aide du moment qu'on peut tenir la cadence. Je veux dire, on met 50 athlètes sur ce rythme-là, il y en a aucun qui battront le record du monde. Donc ça ne reste qu'une aide pour la personne qui est en situation de battre le record du monde. Et je trouve ça moi assez intéressant. Je vois pas matière sincèrement à critique. Si je peux me permettre une intervention, en fait, moi je suis professeur de PS de formation et nous, depuis la nuit des temps, on utilise un système équivalent. C'est le système d'évaluation de la puissance, enfin de la vitesse maximale aérobie, en incrémentant la vitesse par bip sonore. On doit passer en phase de plot quand le bip retentit, ou on doit continuer à suivre un vélo qui va de plus en plus vite. Hein. C'est léger ou léger bouché ou Vosna suivant les tests d'incrémentation. Et bon, là, on touche l'extrême pointe brillante du sport de haut niveau qui applique avec un système de LED quelque chose d'hyper pédagogique au départ. C'est comment inculquer une vitesse de course qui nous permet d'atteindre nos limites, quoi. Ouais, moi aussi je trouve ça plutôt sympa. Après il y a toujours des polémiques, hein, tu sais, il y a toujours des mais c'est normal, tout le monde a le droit d'exprimer ses points de vue. Autre actualité, alors on n'en a pas tant parlé que ça. Bizarrement, moi j'ai trouvé que c'est passé assez
assez un petit peu dans l'ombre de l'actualité, mais c'est la condamnation de l'ancien président de l'I2AF, Lamine Diack, je crois. Alors, je sais pas, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a suivi un petit peu pourquoi est-ce que l'ancien président de la Fédération internationale de la course à pied est passé devant les tribunaux. Et en plus, on avait une Française qui était partie civile avec Christelle Donnet, je crois aussi, qui a obtenu un dédommagement. Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel des faits et la conclusion un peu de ce procès pour ceux qui n'ont pas suivi, Fred? Alors, je vais te rendre la conclusion qui a été rendue le 17 septembre, mais qui n'est pas définitive, puisque, je le dis d'ores et déjà, qu'il y a eu un appel de la part de Lamine Diack, qui est en fait l'ancien président. Alors, avant, on disait pas World Athletic, comme on dit maintenant, mais on disait l'I2AF, la Fédération internationale d'athlétisme, qui a été condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, et d'une amende maximale de 500 000 €, parce qu'il a été reconnu coupable de corruption active et passive et d'abus de confiance. Concrètement, ce qui lui a été reproché, c'est le renouvellement de contrats de sponsoring et de diffusion de l'I2AF avec une banque russe, c'est la banque d'État VTB, et la télévision publique russe RTR, ainsi que des fonds. Alors ça, il a négocié cela en échange de couverture d'athlètes russes qui avaient été pris pour dopage, c'est-à-dire que voilà, en gros, il y a des athlètes qui ont été attrapés et on a vu que c'était dopé, et il a usé de tout son poids au sein de l'institution I2AF. Ils ont mis très concrètement en place un processus afin de masquer ces contrôles positifs, dire que finalement ces athlètes n'étaient pas dopés. Et il y a eu notamment des vainqueurs au JO de Londres, notamment sur le 50 km marche, Kirdiak, c'est dur à dire les noms russes, Kirdiapkin, et aussi Zaripova sur le 3000 mètres steeple. Donc on parle pas simplement, on parle d'athlètes qui ont pris des médailles olympiques. Et au-delà du fait d'avoir financé une partie des activités de l'I2AF, il s'est servi de cette corruption avec cette banque d'État pour financer une campagne électorale au Sénégal dans laquelle il avait des intérêts. Voilà, très concrètement, voilà un peu les dessous de l'affaire. Donc, il a eu la condamnation que j'ai énoncée. C'est à l'heure actuelle, ça fait l'objet d'un appel. Et effectivement, Christelle Donnet s'était portée partie civile, en fait pour préjudice à sa carrière, puisque elle a du coup couru face à des athlètes qui avaient été contrôlés positifs, mais qui n'ont pas été suspendus du fait de ces arrangements au plus haut niveau de l'I2AF. C'est hallucinant cette affaire. Ça vous choque? On parle quand même du président de la Fédération internationale qui officiait encore il y a encore 5 ans, quoi. Ouais, moi, oui, je trouve ça complètement choquant, mais après, la corruption, ça existe de partout, mais même dans le monde du sport, où il est censé avoir des valeurs... Moi, je vais vous donner un écho. J'ai été pendant 8 ans président de la Fédération européenne de triathlon. Et j'en ai vu passer des dossiers tous plus hallucinants les uns que les autres. C'est-à-dire que suivant le pays d'où vous venez, suivant la cause que vous défendez, qui est souvent une cause soit économique, soit politique, parce que la course aux médailles, c'est aussi ce que ça engendre, hein, pas seulement des magnifiques exploits, mais aussi, il suffit de voir comment les grands événements sportifs internationaux sont attribués à des pays pour comprendre que c'est compliqué, quoi. Et donc il y a d'énormes enjeux. On parle de milliards. Si on prend juste la question du dopage, vous avez d'un côté la lutte contre le dopage, l'Agence mondiale antidopage qui dépense des centaines de millions tous les ans pour lutter contre cette plaie, et de l'autre côté vous avez le double ou le triple ou le 10 fois plus qui sont dépensés par l'industrie pharmaceutique pour développer des produits qui permettent et dans tous les secteurs on a la même chose, quoi. Donc c'est des stratégies d'acteurs, c'est l'implantation de l'économique dans le sport qui fait que on a des dérapages, malheureusement on peut pas lutter contre, quoi. On avait évoqué dans un épisode du podcast, notamment sur le dopage, toutes ces problématiques-là, et c'est vrai qu'on aura l'occasion sûrement dans d'autres épisodes, parce que c'est un sujet qui est intéressant et à mon avis aussi qu'il faut dénoncer, de revenir sur tous ces enjeux en termes qui sont mélangés et qui peuvent des fois donner place à des dérives mafieuses, hein, on peut le dire comme ça. Pour compléter ce que disait Didier, on l'avait évoqué, comme tu le disais Guillaume, dans notre épisode spécial sur le dopage. Alors le marché du dopage, tout sport confondu au niveau planétaire, c'est 23 milliards de dollars par an. Voilà, tout simplement. Amateur et professionnel, hein. Oui, amateur, professionnel, voilà, tout confondu. Parce que c'est pas qu'un sujet malheureusement du monde professionnel. Ouais.
malheureusement. Bah écoutez, en tout cas, merci infiniment pour la qualité de ces échanges. J'ai été ravi de vous recevoir dans le podcast. J'espère qu'on aura l'occasion de reprendre la parole sur ces sujets liés à l'environnement, parce qu'il y a énormément de choses à dire. On l'a bien vu, l'épisode s'est un petit peu allongé et il y a encore plein de sujets que j'aurais souhaité traiter. Mais ce sera pour d'autres épisodes. Merci encore et je vous dis à très vite. Merci. Merci, au revoir. Cette émission vous a été proposée par Iron.fr, spécialiste running, trail et fitness sur Internet.